Alors, ça va? Alors, j'entrerai dans le vif du sujet. Moi, j'ai trouvé le cas vraiment extraordinaire parce que c'est une belle introduction à un cas complexe qui sont pour un peu la majorité des cas qu'on voit là. Euh, et comme c'est la première capsule, je me suis dit, c'est peut-être un bon moment pour introduire l'aspect de la génétique, puis du rôle de l'environnement aussi sur le TDAH et les problématiques qui accompagnent le TDAH. Alors donc, d'où vient le TDAH? Le TDAH, est-ce que ça confère d'autres risques d'avoir d'autres troubles mentaux ou d'autres maladies physiques? Quelle est l'évolution dans le temps du TDAH? Puis, en répondant à ça, on peut peut-être répondre à la question, bien, il faut traiter ça combien de temps? Si on a le temps, identifier les facteurs de prédiction d'un trouble d'utilisation de substances, puis dresser un plan biopsychosocial. Alors, les premières 3 diapos, je m'y attarde plus longtemps, pardon. C'est un rappel de la génétique. Alors, là, on voit un chromosome X, mais on a 23 paires de chromosomes. Et dans nos chromosomes, on a 25 000 à 30 000 gènes. Qu'est-ce que c'est un gène? Alors, un gène, c'est un ensemble de bases qui peut être plus ou moins grand, qui est situé sur des brins d'ADN. Fait que donc, quand on veut fabriquer du matériel génétique, notre cerveau, notre peau, nos muscles, bien, il faut ouvrir notre matériel génétique, ouvrir notre ADN pour lui permettre de se répliquer. Puis, au contraire, quand on ne l'utilise pas, on veut le protéger, fait que l'organisme, il l'embobine sur lui-même par toutes sortes de mécanismes de protection. Fait que, donc, là, ce qu'on voit sur ça, c'est que les brins d'ADN peuvent s'embobiner l'un sur les autres, puis ils s'entourent même sur une protéine qu'on appelle un histone. Puis l'histone, c'est comme un petit cadenas qui peut s'ouvrir ou qui peut se fermer à certains moments de la vie ou dans certaines circonstances du développement pour permettre qu'il y ait à ce moment-là une réplication de nos gènes ou au contraire, pas du tout. Et puis, tout ça, ça s'embobine encore et puis ça donne la forme particulière du chromosome. Pour compliquer l'affaire, on n'a pas juste des gènes, mais on a aussi des variants de gènes. Un variant de gène, c'est une mutation à l'intérieur d'un gène. Fait que là, on cherchait voir si le TDAH, on pourrait trouver, bien, il y a un gène qui est responsable du TDAH ou il y a un chromosome ou un segment de chromosome qui est responsable du TDAH. Puis finalement, quand on a étudié le génome humain, on s'est rendu compte que pour avoir un TDAH, c'est un trouble polygénique. Ça prend d'avoir des centaines de milliers, des dizaines de milliers de gènes qui sont situés sur nos différents chromosomes. Donc, ça ne prend pas juste un gène, ça en prend une très grande variété. Mais il y en a encore plus dans le monde. Donc, dans le pool humain, à cause des variations génétiques, puis selon l'endroit où on vit sur la planète, les gènes nécessaires à faire un TDAH doivent être en grand nombre. Mais si moi, j'ai un TDAH et puis que quelqu'un dans la salle a un TDAH, les chances sont qu'on n'aura pas les mêmes gènes qui vont avoir formé le TDAH, de sorte que ça donne un portrait clinique qui est un peu sur mesure. Chacun, on a une présentation clinique qui va être distincte. Puis le TDAH, on l'a défini arbitrairement comme de l'impulsivité, de l'hyperactivité puis de l'inattention, mais on est tous sur un continuum là, de 0 à 100 où on a un peu de tout ça, sauf qu'on a dû mettre une limite arbitraire qui est on donne le diagnostic quand on a une difficulté fonctionnelle dans plusieurs milieux de vie. Alors là, ce qu'on sait aussi des gènes qui contribuent au TDAH, c'est que non seulement ils contribuent au TDAH, mais en fonction des gènes que j'aurai attrapés, bien, ils peuvent aussi contribuer à l'émergence de d'autres troubles psychiatriques qui, pour certains, peuvent apparaître dans le développement, dans la petite enfance, comme les troubles de langage, les troubles d'apprentissage, mais pour d'autres, vont apparaître plus tard, comme de l'anxiété, de la dépression, des troubles alimentaires, parfois de la psychose, et aussi des maladies physiques comme de l'hypertension, de l'obésité, des maladies auto-immunes, certains cancers. Alors, ces gènes-là qui contribuent au TDAH, ben,
il faut continuer de suivre l'individu qui a un TDAH au cours de la vie parce que cette personne-là, à un moment donné, ce qu'elle a hérité comme gène peut s'exprimer plus tard, puis il va apparaître d'autres problématiques qu'on devra adresser. On appelle ça de la comorbidité. Alors, oups, pour donc mettre ça un peu plus clair, là, donc mon TDAH, c'est pas le même que le tien parce qu'on n'a pas les mêmes gènes, puis donc il va falloir être évalué puis réévalué au fil du temps pour adresser ces problématiques-là. Mais ensuite, il y a l'impact de l'environnement sur nos gènes, puis l'environnement va avoir un impact sur deux zones des gènes. On a parlé de l'histone, qui est ce cadenas-là, qui permet aux gènes de s'enrouler ou se dérouler. Bon, ben, on peut en faire en sorte que certains facteurs d'environnement vont bloquer le cadenas. Il va rester fermé toute la vie ou il va rester ouvert toute la vie. Puis à ce moment-là, soit qu'il ne s'exprime pas du tout ou qu'il peut être sujet à des insultes de l'environnement parce qu'il ne peut pas se refermer. Et là, on a tous les phénomènes de prématurité, d'anoxie, de petit poids de naissance, puis ce qui peut contribuer à ça, dont la prise de substances toxiques pendant la grossesse, par exemple. Puis on a aussi, quelle est la période la plus vulnérable de notre vie? C'est celle où on a à fabriquer le plus d'ADN, celle où on se développe comme organisme vivant le plus, parce qu'on déroule notre ADN pour le répliquer. Puis là, ça, c'est la période fétale et la période des premières années de vie. Fait que pendant que notre code génétique est déroulé, ben, les traumatismes chroniques où notre taux de cortisol dans le sang va être vraiment augmenté, on parle là, des abus, de la négligence, c'est des moments qui, ça va abîmer notre code génétique, puis ça va faire en sorte que certaines structures de notre cerveau vont avoir du mal à se développer, vont être moins grandes, puis vont contribuer à un portrait clinique de TDAH. Alors, donc, il y a des facteurs qu'on peut prévenir, donc certains polluants, certains stresseurs chroniques, et qui sont considérés comme des facteurs d'environnement. Puis, quand ils sont présents, ils peuvent abîmer notre code génétique puis donner un portrait clinique similaire à celui du TDAH. Fait que, donc, et qu'est-ce qu'on sait des différences dans le cerveau? Bien, on sait qu'un enfant ou un jeune adolescent a 10% de moins de masse cérébrale quand il y a un TDAH que quand il n'y en a pas. Puis, c'est un retard de maturité qu'on voit qui est à peu près l'équivalent de 3 années. Mais ce n'est pas juste un retard de maturité, même si ce qu'on voit aussi, c'est qu'après l'âge de 21 ans, ces différences de taille-là dans le cerveau, elles n'existent plus. Donc, il y aura eu une reprise de maturation puis de croissance cérébrale, mais les liens entre nos neurones ne se font pas au bon moment. Ils ne se font pas dans la petite enfance, ils se font plus tard dans la vie. Donc, le cerveau de l'adulte qui a un TDAH, même s'il va avoir la même grandeur, même s'il va y avoir une amélioration clinique de son TDAH, ben, il va rester différent à vie et ces personnes-là, à vie, ont des difficultés fonctionnelles. Alors, chez l'enfant, c'est surtout la présentation mixte, donc on a tous les symptômes du TDAH, puis il y a un petit pourcentage qui est plutôt inattentif. Et chez l'enfant, c'est les garçons qui sont le plus atteints. Chez l'adulte, c'est garçon comme fille, même chose, c'est 1 pour 1, mais c'est principalement le trouble inattentif qu'on va voir. Ça rend le diagnostic chez l'adulte, si on l'a manqué chez l'enfant, plus difficile à faire parce qu'on perd des symptômes en vieillissant. Les premiers symptômes qu'on perd en vieillissant, c'est l'hyperactivité, l'impulsivité qui diminue autour de l'âge de 10, 11, 12 ans, qui peuvent parfois disparaître à l'âge adulte, mais pas nécessairement tout le temps. Mais le facteur qui reste à vie, même s'il peut y avoir une légère amélioration, mais vraiment pas suffisante, c'est les phénomènes autour de l'attention. Donc ça reste une difficulté à vie. Et chez ceux qui ont perdu beaucoup de critères, même à l'âge adulte, quand on évalue leur niveau fonctionnel, ça reste des gens qui ont beaucoup plus de difficultés dans la stabilité. Donc, on voit ici, là, pour résumer, qu'il faut intervenir en prévention au niveau de la petite enfance, au niveau de la grossesse, puis des premières années de développement. Mais quand on a le TDAH, il faut intervenir en prévention secondaire sur le TDAH lui-même pour essayer d'améliorer l'estime de soi, la réussite scolaire,
par impulsivité, en contrôlant l'impulsivité, diminuer les accidents de toute nature. Et puis aussi, avoir un œil sur l'évolution future qui peut être la poule ou l'œuf. Est-ce que c'est parce que je n'ai pas traité mon TDAH quand j'étais plus jeune puis que j'ai un paquet d'insuccès dans la vie, que je développe des diagnostics accessoires comme l'anxiété, la dépression, ou est-ce que c'est parce que ce sont mes gènes qui contribuent à ce que je développe ça plus tard? Mais ce qu'on sait, c'est que chez l'adulte, il y a beaucoup plus de troubles anxieux, beaucoup de dépendance à l'alcool et aux drogues et beaucoup de troubles dépressifs, alors que chez l'enfant, c'est surtout l'opposition et l'anxiété. Mais donc, il faut faire de la prévention. Puis comment on fait de la prévention? Bien, en traitant le TDAH jeune dès le départ. Puis le meilleur traitement qu'on connaisse aujourd'hui, ce sont les psychostimulants. Pour en venir aux dépendances, alors, un enfant ou un adolescent a plus de chances d'être intéressé au tabac puis de fumer. Donc, c'est une étude pendant l'adolescence. C'est pas que les non-TDAH n'ont pas de risque du tout, mais le risque est 2 fois plus quand on a un TDAH. Même chose au niveau des abus de substances. Si on a un TDAH, on a 75% à l'adolescence d'être intéressé puis de consommer une substance. Alors que si on n'a pas de TDAH, c'est 18%. Mais si on traite notre TDAH, bien, on l'améliore énormément. On se rapproche des gens normaux, même si ça reste un peu plus élevé. Quels sont les facteurs qu'on connaît aujourd'hui comme étant des facteurs de risque pour l'abus de tabac, l'abus de substances chez quelqu'un qui a un TDAH? Bien, c'est d'abord ne pas traiter, ça c'est significatif. Mais il faut considérer que le TDAH, c'est un facteur de risque significatif pour le tabac et l'abus de substances. Puis si vous voyez quelqu'un qui est fumeur ou qui abuse de substances, posez-vous la question, est-ce qu'il a un TDAH? Traiter un adolescent qui a un TDAH avec des psychostimulants, on sait aujourd'hui que ça diminue le risque de fumer, ça diminue le risque d'abuser de substances, ça diminue la criminalité, mais ça n'a pas d'effet sur la dépendance à l'alcool. Ce qui a un effet sur la dépendance à l'alcool, c'est l'âge de début de consommation d'alcool avant 15 ans. Finalement, ben, peu de gens vont ne pas cesser leur médication. Tout le monde qui prend une médication à long terme essaie à un moment donné de l'arrêter. Fait que, toutes conditions confondues, là, 70% des gens arrêtent après 6 mois, mais dans le cas du TDAH, les taux sont meilleurs. Par contre, à mesure que le temps avance, bien, beaucoup de gens vont abandonner leurs médicaments, des fois parce qu'il y a des effets secondaires, d'autres fois parce qu'il y a eu une amélioration clinique en vieillissant, puis ils en voient moins l'utilité. Mais ils restent moins fonctionnels. Puis aussi, il faut être conscient que certains qui ont des prescriptions les partagent, les vendent, ou d'autres utilisent des stimulants sans avoir une ordonnance. Finalement, donc, quels sont les facteurs chez les enfants qui ont un TDAH, les facteurs qui vont, disons, marquer la prédiction d'une consommation de substances? Bien, c'est la gravité des symptômes d'inattention pendant l'enfance, le fait d'avoir un trouble d'opposition ou un trouble des conduites, le fait que le TDAH persiste au cours de la vie ou qu'il ne soit pas traité, ou naturellement si on a des conditions comme la schizophrénie ou le trouble bipolaire en association. Là, une petite affaire sur les dépendances électroniques. Bien, 83% des ados sont des gamers, un peu moins, la moitié moins chez les adultes, mais un des facteurs de risque, c'est le TDAH, la phobie sociale, la dépression, la violence. Et tout ça, là, les joueurs compulsifs, bien, ils ont une moins bonne santé physique à force d'être des joueurs compulsifs et ils s'occupent moins d'eux, mangent moins bien. Ils ont un rythme du sommeil qui devient perturbé et avoir un rythme du sommeil perturbé, ça a un impact sur l'indice de masse corporelle, sur des phénomènes inflammatoires dans notre corps, puis même sur le diabète plus tard. Donc, on voit que c'est important d'adresser ces situations-là, autant pour des conditions physiques que psychiatriques. Fait que dans un plan de traitement biopsychosocial, qu'est-ce que moi je regarderais? Je me poserais la question, est-ce que mon TDAH, il y a aussi de la comorbidité psychiatrique ou physique? Est-ce que c'est quelqu'un qui est motivé, là? Puis quels sont ses rêves, ses buts personnels? Puis est-ce que je peux utiliser ça comme levier pour
lui faire réaliser qu'il peut arriver mieux à ses buts personnels s'il s'engage dans un traitement. C'est quoi son niveau d'autocritique? Est-ce qu'il y a eu des effets secondaires dans le passé ou est-ce qu'il y en a maintenant? Puis là, à ce moment-là, les adresser, ces médicaments-là. Des fois aussi, c'est en raison de son métabolisme, puis donc, ça va prendre un médecin pour pouvoir avoir un œil là-dessus. Est-ce qu'il veut consommer tout en continuant une médication ou est-ce qu'il arrête sa médication parce qu'il a peur des interactions, parce qu'il veut continuer à consommer? Choisir un médicament qui est sécuritaire et efficace en cas de surdose. Choisir un longue action parce que personne ne va prendre plusieurs médicaments par jour, c'est trop compliqué. Simplifier donc le régime posologique, puis s'assurer d'une hygiène de vie, sommeil, alimentation, sport, une occupation du temps. Avoir un suivi étroit sur les effets secondaires, la contraception, parce que là, finalement, c'est la génération subséquente qu'on veut épargner. Et puis, qu'est-ce qu'on peut utiliser là, pendant la grossesse et l'allaitement? Retenez seulement le méthylphénidate. Voilà, ben ça complète ma présentation. C'est un petit marathon, mais... Merci beaucoup, Diane. Écoute, c'est super clair et t'es rentré dans le temps en plus. Puis, donc vraiment, comme on dit, c'est une première capsule sur le TDAH pour vraiment mettre les bases et il y en aura d'autres en lien au cours de l'année. Puis si vous avez des sujets plus particuliers, vous pouvez nous faire part. Est-ce qu'on aurait peut-être 2 minutes pour des questions? Est-ce qu'il y en a qui ont des questions pour Diane par rapport à la présentation? Moi, j'ajouterais qu'on dit souvent là, à la blague, on a besoin d'un village pour élever un enfant, mais je pense qu'on a besoin d'une équipe pour traiter quelqu'un qui a une dépendance ou quelqu'un qui a un TDAH. Fait qu'une équipe avec des gens qui ont des compétences différentes et qui vont s'impliquer à des niveaux différents aussi. Oui, Pascal? Oui, est-ce que vous m'entendez? Oui. Oui, parfait. Je voulais juste savoir, dans le cas justement d'une comorbidité avec un TDAH et un trouble alimentaire, on a parlé tout à l'heure déjà que les psychostimulants peuvent affecter l'appétit. Je voulais juste voir un peu en pratique, là, sur le plan médical, est-ce qu'on souhaite faire plus une balance risque-bénéfice pour les patients qui sont vraiment très fragiles au niveau de leur trouble alimentaire? Ou est-ce qu'on va davantage essayer de prescrire une médication de deuxième intention, comme peut-être un non-stimulant? Je voulais juste avoir un peu en pratique qu'est-ce qui se fait pour ces patients. Mais moi, je dirais que tout peut se faire, là. Puis en fait, j'insiste sur il faut que l'habit soit fait sur mesure. Parce que justement, quelle est la problématique la plus saillante, celle qui est la plus problématique à ce moment-là de la vie de l'individu? Est-ce que c'est son trouble alimentaire parce que ça le met en danger pour sa vie? Si c'est ça, bien, à ce moment-là, on va mettre plus d'accent sur le traitement de cet aspect-là. Puis, une fois que ça sera bien stabilisé, bien, on reverra le TDAH. Par contre, si le trouble alimentaire est peut-être plus accessoire, là, on va vouloir peut-être optimiser un petit peu plus le traitement du TDAH parce que on veut aussi, en traitant le TDAH, peut-être prévenir d'autres choses comme de l'anxiété ou des problématiques liées à la consommation. Mais oui, il existe des médicaments de deuxième ligne qui n'affectent pas l'appétit. Puis aussi, il existe des médicaments, les psychostimulants, qui, eux, affectent l'appétit. On peut avoir des stratégies pour compenser les pertes d'appétit. Puis, il y a parfois une médication accessoire qu'on peut donner qui augmente l'appétit également. Fait qu'il y a toutes sortes de stratégies qui sont disponibles. L'important, c'est d'avoir une stratégie qu'on discute avec notre client et qui lui convient, et puis en tenant compte de l'élément qui est le plus important à traiter à ce moment-là de sa vie, je pense. Merci beaucoup. Super. Merci Diane, merci à tous pour votre présence aujourd'hui et votre participation active, ça a été vraiment apprécié. Donc, petit rappel que le formulaire d'évaluation de la